Dans sa dernière sortie télévisée, le président de la Russie, Vladimir Poutine, décrit la politique insolente de ses pairs de l'Europe sur le dossier ukrainien face au mépris des relations internationales et au nom d'une coalition internationale. Ceux-ci ont sémé que du chaos partout. Vladimir Poutine en évoque d'ailleurs le dossier très brûlant de l'Irak sur le fameux prétexte, en tout cas de la détection, de développement des armes chimiques qui s'est avéré d'ailleurs faux. L'Union européenne et ses alliés de l'OTAN ravageaient tout un pays aujourd'hui, l'ombre de lui-même, comme l'Irak, la Syrie et très récemment le cas de la Libye, ont été selon le numéro 1 russe la preuve d'une barbarie de ceux qui prétendent aujourd'hui donner des leçons à tout le monde entier. Il ira d'ailleurs jusqu'à dire au cours de son intervention télévisée, là où l'Occident vient mettre son ordre, il y a des blessures qui ne cicatrisent jamais. Comme pour mettre un coup d'arrêt à cette arrogance à sens unique, l'inévitable a donc finalement eu lieu ce 24 février 2022, une invasion de l'Ukraine par l'armée russe causant des morts. Au-delà de la consternation que cela peut bien causer vu qu'il s'agit de la perte des vies humaines, quels sont les enjeux politiques et géopolitique de cette crise ukrainienne? Quel impact sur le continent africain? Va-t-on assister à la reconfiguration de la carte politique mondiale? À quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Sommes-nous à la porte d'une troisième guerre mondiale? On en parle. Autant d'interrogations qui nous permettront, monsieur, de parcourir cette question dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir à tous, bienvenue. Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. C'est la seule chaîne qui est libre dans le monde. L'actualité oblige. Ce soir, nous prenons la direction de l'Ukraine pour évoquer avec vous, très chers téléspectateurs, cette crise ukrainienne qui interpelle donc plus d'un. Afrique Média veut davantage creuser pour avoir notamment des informations utiles, salutaires pour notamment le continent africain. Pour en parler notamment dans le cadre de ce sujet brûlant, de ce sujet de l'heure, il est notre seul invité. Ce vendredi 25 février, président Banakani, merci d'être là, vous êtes analyste politique, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir mon cher Fabrice Dom. C'est un plaisir de partager ce plateau historique avec vous. Je voudrais saluer les techniciens d'Afrique Média, grâce à qui nous pouvons avoir un standard technologique et technique pour être, comme on dit, en première ligne et arroser, vous me permettez l'expression, le monde d'une parole panafricaniste, d'une parole géopolitique neuve, résolument neuve, qui se démarque des canons, n'est-ce pas, désuets de la géopolitique mondiale ancienne, qui a conduit le monde dans le chaos, dans la désolation la plus absolue. Heureusement, avec les événements qui se passent en Ukraine, un nouvel ordre mondial est en train d'émerger pour le bien de l'humanité. Merci à vous. Je vous en prie. Allez, président, avant que de rentrer dans le vif, on va prendre donc cette attitude du président Vladimir Poutine qui s'est donc exprimé. On prend juste un extrait, on revient pour rentrer en plein dans le débat. Tout à fait. Уважаемые граждане России, Chers citoyens russes, дорогие друзья, chers amis, сегодня aujourd'hui, считаю необходимым il me semble nécessaire к трагическим de revenir sur les événements tragiques происходящим qui se déroulent dans le Donbass и ключевым et вопросам sur les questions clés безопасности. liées à la sécurité de la Russie. Начну с того, о чем говорил. Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Речь о том, что вызывает у нас Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, о тех à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons, avec persistance et patience, de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe.
En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques, ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche. Et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime, est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie, et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales, et parfois même les alliés des États-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales, fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue, d'une sorte de forme moderne d'absolutisme, et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continus sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaires. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne ont conduit à la destruction complète de l'État, au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu, au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire dans l'abîme de la guerre civile
qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas, en plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant, mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale, peut-être, mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Mais il ne faut pas jouer les modestes. Les États-Unis restent un grand pays, une puissance avec un rôle moteur. Tous leurs satellites non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison, mais ils copient également leur comportement. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental, formé par les États-Unis à leur image, est dans cet ensemble cet empire du mensonge. Quant à notre pays, après l'effondrement de l'URSS, malgré toute l'ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, la volonté de coopérer honnêtement avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux, et dans les conditions d'un désarmement quasi unilatéral, ils ont immédiatement essayé d'aller jusqu'au bout, de nous achever, de nous détruire complètement. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90, au début des années 2000, lorsque l'Occident, dit collectif, a soutenu très activement le séparatisme et les gangs de mercenaires dans le sud de la Russie. Quel sacrifice, quelle perte tout cela nous a-t-il alors causé? Quelles épreuves avons-nous dû traverser avant de briser définitivement le terrorisme international dans le Caucase? Nous nous en souvenons et nous ne l'oublierons jamais. En fait, jusqu'à récemment, ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs, ce qui nous consumerait, nous, notre peuple, de l'intérieur. Ces attitudes qu'ils imposent déjà agressivement dans leur pays et qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car ils contredisent la nature humaine. Cela n'arrivera pas et personne n'y est jamais arrivé. Cela ne fonctionnera pas non plus maintenant.
Malgré tout, en décembre 2021, nous avons une nouvelle fois tenté de nous mettre d'accord avec les États-Unis et leurs alliés sur les principes pour assurer la sécurité en Europe et le non-élargissement de l'OTAN. Tout cela en vain. La position américaine ne change pas. Ils ne considèrent pas comme nécessaire de négocier avec la Russie sur cette question clé pour nous. Ils poursuivent leurs propres objectifs et négligent nos intérêts. Et bien sûr, dans cette situation, nous nous demandons, que faire ensuite? À quoi s'attendre? L'histoire nous apprend qu'en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a tenté d'empêcher, ou du moins de retarder, la guerre par tous les moyens. Pour ce faire, elle a essayé littéralement jusqu'à la dernière minute de ne pas provoquer un agresseur potentiel, n'a pas pris ou reporté les mesures les plus nécessaires et les plus évidentes visant à se préparer et repousser une attaque inévitable. Et les mesures qui ont finalement été prises étaient dramatiquement tardives. En conséquence, le pays n'était pas prêt à faire face à pleine capacité à l'invasion de l'Allemagne nazie qui attaquait notre patrie sans déclaration de guerre le 22 juin 1941. L'ennemi a été arrêté, puis écrasé, mais à un coût colossal. La tentative d'amadouer l'agresseur à la veille de la Grande Guerre patriotique s'est avérée être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Au cours des premiers mois de la guerre, nous avons perdu de vastes territoires stratégiquement importants et des millions de personnes. Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois. Nous n'en avons pas le droit. Ceux qui revendiquent la domination mondiale publiquement, en toute impunité et, je le souligne, sans aucune justification, nous déclarent, nous, la Russie, leur ennemi. En effet, ils disposent aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie, ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste. En ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde et elle dispose en outre d'avantages en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel. Cependant, les technologies, y compris en matière de défense, évoluent rapidement. Le leadership dans ce domaine a changé et changera encore demain, tandis que la conquête militaire des territoires adjacents à nos frontières, si nous laissons cela se produire, se poursuivra pendant des décennies, ou peut-être pour toujours. Et cela constituera une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie. Aujourd'hui même, alors que l'OTAN s'étend vers l'Est, la situation pour notre pays se dégrade et devient chaque année plus dangereuse. En outre, ces derniers jours, les dirigeants de l'OTAN ont explicitement évoqué la nécessité d'accélérer, de forcer l'avancée des infrastructures de l'Alliance vers les frontières de la Russie. En d'autres termes, ils renforcent leur position. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder ce qui se passe. Ce serait complètement irresponsable de notre part. La poursuite de l'expansion de l'infrastructure de l'Alliance Atlantique, la conquête militaire des territoires de l'Ukraine qui a commencé, tout cela est inacceptable pour nous. Et merci donc à la réalisation qui nous a permis d'avoir cette attitude du président russe Vladimir Poutine, président Bandakani, qui, comme on le dit trivialement, a tenu à mettre les points sur les i. Mon cher Ndom, le monde vient de franchir un très grand pas. Je voudrais dire, à faire un grand bond dans ce que j'appelle le processus de désoccidentalisation du monde. Je me répète, la désoccidentalisation du monde.
ça fait bientôt plus de 5 siècles, que le monde est dominé par l'Occident. Cette domination s'est aggravée, a connu une accélération depuis la fin de la guerre froide. Accélération et aggravation qui a amené l'humanité dominée, et maintenant une bonne partie de l'Occident, des peuples occidentaux, à comprendre le péril grave qui était le lot du monde et de l'humanité si cette domination continuait telle qu'elle. Le crime contre l'humanité, le génocide sanitaire perpétré par Big Pharma, la finance internationale et les États occidentaux, qu'on a appelé le Covid, a fini de convaincre les plus sceptiques. La désolation économique qui est le lot de l'humanité ces derniers temps, avec une surexplosion des inégalités économiques qui sont, dont les kystes emblématiques, n'est-ce pas, sont constitués par le fait que quelques familles, ou bien quelques familles ont des fortunes estimées à près de 6 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le budget de tous les pays africains réunis, pratiquement. Est-ce que vous imaginez ça? Et ces quelques familles-là justifient ça, en disant que non, elles sont plus intelligentes, elles travaillent plus. En fait, Dieu les a bénies pour ça. De manière spécifique, donc, cette dérive exterminatrice pour l'espèce humaine s'est spécifiquement manifestée dans le contexte ukrainien, n'est-ce pas, par la volonté de faire de l'Ukraine une base militaire pour détruire la Russie. Et ça fait plus de si on prend pour référence depuis la chute du mur, depuis 89, la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas, avec les engagements qui avaient été pris des deux côtés, du côté occidental et du côté russe, n'est-ce pas, pour respecter un ensemble de clauses, n'est-ce pas, de clauses. Donc ça fait pratiquement plus de 20 ans, mon cher Goss, mon cher Dom, plus de 20 ans, qu'il y a ce processus de militarisation extrême de l'Ukraine avec un objectif clair, détruire la Russie. Donc ce ne sont pas des mots. Le président Poutine, ce ne sont pas des mots. Il est important de rappeler ça pour cracher sur la sale propagande que les médias occidentaux veulent déverser en disant qu'on est en train d'envahir l'Ukraine. On a envahi l'Ukraine. Donc, comme si Poutine s'est levé un matin, il allait envahir l'Ukraine. En faisant le silence sur tout le processus, n'est-ce pas, doublement décennal, consistant, n'est-ce pas, à militariser l'Ukraine à un niveau inacceptable avec le but de détruire la Russie. Donc, c'est ça qui est la conséquence qu'on voit aujourd'hui. Le président Poutine a tout fait pour éviter ça. Il a donné des gages, il a pris des initiatives, il a tendu la main aux Occidentaux. À l'OTAN, on sait beaucoup de lui, on l'a méprisé son pays, et voilà la conséquence. Alors, mais c'est extraordinaire ce qui se passe là, parce que personne n'a prévu ça. Personne n'a vu venir. Mais pour les naïfs, ceux qui suivent les discours, qui suivent la géopolitique mondiale, savent que depuis au moins 8 ans, le président Vladimir Poutine annonce les couleurs et dit ce qui va arriver. On peut prendre pour point de départ le rôle qu'il a joué pour infliger une défaite aux Occidentaux, à l'OTAN, dans la guerre contre la Syrie. C'est-à-dire que les signaux étaient là. Et nous avons dit ici que la cuisante défaite de l'OTAN en Syrie marquait un tournant majeur dans la géopolitique mondiale. J'en ai pas vu venir. Mais ça continue. Dans les différents discours qu'il a fait à ce qu'il appelle aux conférences de Valdé qui est un peu le centre géopolitique russe, n'est-ce pas? Là, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans ou l'année dernière, Poutine a dit
que j'ai tracé des lignes rouges. C'est moi qui trace les lignes rouges. Tout à fait. Et malheur à ceux qui vont les franchir. Mais là encore, les gens n'ont pas vu venir. Les gens n'ont pas vu venir. L'OTAN et l'Occident, n'est-ce pas, aveuglés par un rapport irrationnel à la puissance, n'est-ce pas, aveuglés par, bref, s'étant lancés dans une voie sans issue de violence, de violence géopolitique, d'accumulation de cycles de violence ininterrompus, se sont lancés dans une voie sans issue, n'est-ce pas? Voie sans issue, n'est-ce pas, qu'on peut voir à travers un ensemble de phénomènes qui ont surgi dans ce pays-là, n'est-ce pas? Des phénomènes tels que la spéculation financière, qui font que les gens ne travaillent plus, qui font que le travail est pratiquement dégradé, le travail est rabaissé, le travail est méprisé au profit du capital. Donc ça a débouché sur un kyste spéculatif qui a complètement emballé les économies occidentales et ont créé des situations où il y a beaucoup d'argent qui circule, mais les populations s'appauvrissent de jour en jour. La vie devient impossible en Occident. Les classes sociales n'arrivent plus à se renouveler. Vous avez l'exemple des Gilets jaunes. Et cette situation, n'est-ce pas, est exploitée par les criminels qui sont à la tête des pays occidentaux pour aggraver, n'est-ce pas, pour détruire la vie sociale et politique, la criminaliser à outrance. C'est ainsi que vous allez voir les débats sur l'immigration, le retour des mouvements néo-nazis dans les pays occidentaux, une droitisation extrême de la politique dans ces pays-là, avec un abcès racial très inquiétant, que ce soit, je dis pratiquement dans tous les pays occidentaux, européens, n'est-ce pas, doublé, n'est-ce pas, et là, doublé de quelque chose qui est terrible, une dégénérescence civilisationnelle de l'Occident, à travers, n'est-ce pas, l'élévation des valeurs sacrées, des phénomènes comme les LGBTQA+, c'est-à-dire que... Poutine l'a dit, bravo, il a dit, et les mots sont clairs, il a dit, c'est pas, cette dégénérescence civilisationnelle qui est marquée par cette putréfaction morale, cette putréfaction humaine, n'est-ce pas, des sociétés occidentales, dont on vient de voir, n'est-ce pas, quelque chose d'emblématique sur le terrain footballistique, où M. Zouma, le footballeur Zouma, n'est-ce pas, s'est retrouvé condamné pour avoir maltraité son chat. C'est-à-dire, autrement dit... Encore que maltraiter son chat, président, mais c'est symptomatique de la dégénérescence de l'Occident. C'est symptomatique. C'est-à-dire qu'on a élevé le chat au-dessus de M. Zouma. Dans un contexte où la propriété privée est sacrée. C'est-à-dire, ma chose en Occident, c'est sacré. Je veux dire, oui. Mais c'est le chat de quelqu'un, et maintenant on lui dit que non, il ne vaut pas plus que son chat. Et il a été condamné pour ça. Malheureusement, les footballeurs n'ont pas été en mesure de s'arrêter pour voir que le message contentait leur passé. Donc, c'est tout ça, Fabrice Ndom, qui a abouti à ce qu'on voit là. Ou par une conjonction de circonstances extraordinaires. Par un processus historique dont l'histoire lui seule maîtrise le secret, Poutine a décidé, n'est-ce pas, de remettre de l'ordre en Ukraine. C'est une remise en ordre, c'est le mot. Il n'y a pas d'invasion. Je l'assume. Il ne faut pas avoir peur des Occidentaux. D'abord, ils sont finis là. Remise en ordre. Et qu'est-ce qu'on voit? Cette remise en ordre, on a plus ou moins l'impression que désormais tout le monde connaît son rang. La France, elle est bouche bée, l'Angleterre, l'Allemagne, personne n'en parle, même les États-Unis n'osent plus avoir ce ton assez pedant que l'on a connu quand même de ces soi-disant grands États à une période assez lointaine peut-être aujourd'hui. Non. Le maître militaire du monde maintenant est connu. Le patron militaire du monde est connu. Et je l'ai dit depuis 2 ans ici, que je dis ici, sur vos plateaux, que la Russie est la première puissance militaire du monde. Certains se sont moqués de moi, n'ont pas compris. Parce qu'il y a une sous-information géopolitique que je peux comprendre. Je l'ai dit ici. Et voilà ça, voilà les preuves. Le patron du monde, sur le plan militaire, parle. Et ce n'est pas un phénomène. Il ne faut pas seulement voir la Russie. Et la Russie n'est que la face visible d'un iceberg géopolitique, d'un processus géopolitique de transformation du monde, qui a commencé ici en Afrique, il faut le dire. En Afrique aussi, par le mouvement panafricaniste, néo-panafricaniste, qui a renouvelé le débat géopolitique mondial. C'est-à-dire en déshabillant l'Occident et en présentant l'Afrique
c'est un nouveau visage au monde, loin des discours habituels officiels de l'Occident. Et c'est ça coïncidait, n'est-ce pas, avec les intérêts vitaux de pays comme la Russie, comme la Chine, qui ont compris que s'investir en Afrique est la garantie de leur avenir géopolitique. Deuxième niveau de coïncidence. Troisième niveau de coïncidence, tout à l'heure j'ai soulevé ça, je ne reviendrai pas, mais le majeur, c'est la crise du Covid. Les Occidentaux ont craché en l'air, c'est tombé sur leur nez. D'abord, leurs peuples ont commencé à les déshabiller eux-mêmes, démontrant au monde entier qu'il n'y a pas de démocratie là-bas et que l'Occident n'a jamais fait ce qu'on appelle la liberté. C'est parce qu'on dit qu'on connaît la liberté que c'est une vérité. Là, avec la crise sanitaire, on a compris qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle la liberté parce que vous ne pouvez pas comploter aussi, de manière aussi scientifique contre la liberté, en fabriquant de manière artificielle une pandémie, par des virus artificiels. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'il faut être un ennemi de la liberté pour élaborer et planifier une telle dynamique pour détruire les libertés comme ça a été fait à travers ce qu'on a appelé la pandémie du coronavirus. Donc, quand vous cumulez tout ça, mon cher Dom, et tous ces facteurs internes et externes que j'ai convoqués ici, vous avez l'explication de ce qui se passe là. Monsieur Poutine n'est que la face visible d'un puissant mouvement profond, tectonique, au niveau des relations internationales et géopolitiques, n'est-ce pas, qui a mûri depuis des années, qui est la conséquence de tous les crimes interdits, inadmissibles, de tous les crimes, n'est-ce pas, des Occidentaux, crimes répétés et accumulés, et élevés au niveau d'une démarche politique. On est arrivé aujourd'hui à ce que j'appelle une métacrise. Une métacrise, parce que désormais, c'est le destin de l'espèce humaine qui a été touché, qui est mis sur la table. Et là, je vais ajouter ce que j'estime être ma touche en matière d'analyse géopolitique. Quand vous touchez l'espèce humaine, le vrai Dieu entre en scène. Et quand le vrai Dieu entre en scène, vous avez des événements comme ceci, mon cher Dôme, où vous avez un renversement subit pour l'immense majorité des habitants de la planète, un renversement subit, n'est-ce pas, des rapports de force au niveau international. Qui pouvait imaginer ça il y a 5 jours, il y a 6 jours? Je dis, au niveau de l'entendement populaire, au niveau de l'entendement des populations, des peuples dans le monde, personne n'imaginait que ça pouvait se passer ici. Personne n'imaginait que l'Occident ne vaut rien. Personne n'imaginait que cet Occident qui braille, en réalité, ne vaut rien. Voilà, ils ne valent rien. Ils ont manipulé l'Ukraine, ils ont manipulé les dirigeants ukrainiens. C'est vrai que les Ukrainiens eux-mêmes ne sont pas innocents. Une bonne partie de l'Ukraine n'est pas innocente parce que, voilà, ils ont joué à un jeu pendant des années, ça se retourne contre eux. Tout à fait. Donc, mais ils ont bien manipulé l'Ukraine, mais quand l'Ukraine aujourd'hui subit les revers de ces errements politiques, l'Occident l'a abandonné, vous le voyez? Et le président l'a d'ailleurs dit. Abandon. Il dit aujourd'hui, je ne vois plus. Ben... Il faut durcir le temps, il faut marcher comme ça. Aujourd'hui, le président Zelensky qui dit être totalement abandonné par ses amis, entre guillemets, de l'OTAN et de l'Europe. C'est ça l'événement extraordinaire. C'est-à-dire, l'Occident est nu. C'est terminé. Leur crédibilité est perdue. C'est fini. Qui peut encore faire le moins de crédit à ces gens? Ils ont perdu le crédit au niveau, déjà, des valeurs éthiques, des valeurs morales, de la moralité géopolitique. Ils ont perdu. Comme ils ont toujours procédé par la force, ils terrorisaient les peuples de la terre par la force. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que même à ce niveau, ils ne valent rien. Monsieur Macron fait pitié. Bon, il faut pas pitié le Luigi. C'est-à-dire qu'à défaut, il fait rire. Il fait rire. Regardez le Premier ministre anglais. Regardez le fantôme de Washington. Fantôme. Regardez l'Union européenne. Mais c'est un événement extraordinaire, mon cher Fabrice. C'est extraordinaire. Regardez l'Occident. Il n'y a rien en face. Poutine n'a rien en face. Et écoutez les mots de Poutine. Il a dit que le pays qui va tenter va recevoir la correction la plus extraordinaire de son histoire. Donc, jamais on a défié l'Occident de cette manière. Et on voit l'Occident se déshabiller. À mon vision, se déshabiller. C'est un spectacle méta-géopolitique.
C'est un événement méta-géopolitique. Il n'est pas seulement géopolitique. Il y a là une main divine extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que la géopolitique mondiale a rencontré les intérêts cosmiques. C'est-à-dire, c'est méta, c'est-à-dire ça c'est méta-géopolitique. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'Occident, c'est terminé, mon cher Ndo. C'est-à-dire que c'est fini. Ces gens-là, mais moi j'ai pris le temps de faire le tour de tous les médias occidentaux. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, j'ai vu les Occidentaux s'insulter eux-mêmes. C'est-à-dire, constater, prendre acte de leur déclassement géopolitique. C'est-à-dire, comment ils sont en train de sortir de l'histoire. C'est-à-dire, j'ai vu ça ces jours-ci. Et là, c'est seulement la Russie. Les alliés russes, jusqu'ici, Non, personne n'est encore entré en scène. Personne n'est entré en scène. C'est pas commencé. Je vous ai dit tout à l'heure que M. Poutine n'est que la face visible d'un iceberg géopolitique dont les personnes n'est pas imaginable par vous. Moi, je vous ai dit ça. Et j'ai eu à parler de ça ici. Ça fait des années que je dis à ces gens-là, à ces minables-là, que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Que vous avez souvent fait la géopolitique, mais ce qui se prépare est quelque chose que vous n'imaginez pas. Ça fait des années que je dis ça ici. Mais voilà, nous y sommes. Fabrice, nous y sommes. C'est extraordinaire. Moi, je vois l'acteur de théâtre devenu président en Ukraine. C'est-à-dire, vous voyez, on ramasse un acteur de théâtre, on le met président, mais il n'arrive pas à faire de la comédie. C'est fini ça. C'est fini. Mais le gars se rend compte que merde. J'étais où là? Il était dans une bulle. Les gars l'ont armé. Ils ont militarisé les frontières très proches de la Russie, violant tous les accords qu'ils avaient avec les Russes à ce niveau-là. Et le monsieur s'est pas gagné. Il gueulait. Nous, on est maintenant armés, on est prêts. Si la Russie essaye, ils verront ce qu'ils vont voir. Mais monsieur Ndom, ce n'est pas de la folie. Mais comment on peut expliquer ça? Mais ils sont devenus fous. Dieu les a rendus fous. Dieu les a rendus fous pour mieux les perdre. C'est l'une des sept. Parce que dites-moi, quelle est la rationalité d'un tel comportement? Dites-moi, où est la rationalité de leur comportement des Occidentaux? C'est où? Ça sert à quoi de faire une telle politique pour être aussi humilié? Si on considère que, voilà les gens qui se sont revendiqués comme étant les plus rationnels de la Terre. La raison, semble-t-il, est la pierre angulaire de leur civilisation. La raison. Mais comment, quel est cet être raisonnable qui peut se comporter de manière à s'humilier lui-même à la fin? C'est irrationnel. Et à partir du moment où c'est irrationnel, mais je dis que moi je vous dis, le vrai Dieu les a rendus fous Pour les perdre. Pour les perdre. Et on voit la perte là. Ça, c'est pas rationnel, ça. C'est de la folie. Deuxième, à un autre niveau, mon cher Fabrice, les peuples européens voient. Et c'est ça qui est plus grave. Voilà pourquoi il y aurait un après en Europe. Parce que les peuples européens voient qu'ils n'ont pas de dirigeants, qu'ils n'ont pas d'armée. Oh, mais si vous voyez ça, les Européens voient qu'ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'hommes politiques. Ils sont dirigés par des feignants, des bandits, des aventuriers et des criminels. Les peuples européens découvrent aujourd'hui la nudité de leur système politique tant vanté, tant fantasmé. On voit ça aujourd'hui. Ils disent que même, il n'y a rien. Les populations sont en train de le voir. Les Américains sont en train de le voir. Aujourd'hui, il y a déjà au niveau du Parti républicain aux États-Unis une dynamique visant à faire des pétitions pour demander la démission du fantôme. Joe Biden. Qui est lucide 1 minute par jour. On demande d'aller, ça va commencer. Dites-moi comment les peuples européens vont encore regarder leurs dirigeants. Alors, l'appareil de propagande qui essaye de vouloir unir les peuples européens derrière un discours diabolisant Poutine, envahisseur, ça fait rire. Et donc on est en train de dictateur. Dictateur, voilà le mot, ça fait rire. J'ai regardé le Tintin, le triangle, Tintin triangle, le triangle. Vous savez de qui je parle, non? Tout à fait. Le triangle. Le triangle, si vanté, arrogant en Afrique, si prétentieux et debout sur ses sabots en Afrique, il faut le voir ces deux temps-ci. Il a dit, c'est amusant, lorsque on lui a présenté les dires de Poutine, il dit, je voudrais rappeler à M. Poutine que la France a la bombe nucléaire. Ça fait rire. Tout le monde sait que Poutine n'est plus au niveau de l'arme nucléaire, pour lui, il a dépassé ça. Mais regardez la réponse de M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, en direction de son peuple. C'est quand même terrible. Regardez à quel niveau ces gens sont descendus. C'est un déshabillement, c'est-à-dire rarement vu dans l'histoire.
Président Balkany, évoquons le narratif même de l'homme, président Vladimir Poutine. Il commence par rappeler des faits historiques quand même pour montrer justement la méchanceté, la barbarie, le mensonge d'État ventilé depuis la nuit des temps sur le cas de l'Irak, sur le cas de la Syrie, très récemment de la Libye, pour en venir effectivement sur le cas de l'Ukraine. Aujourd'hui, il est plus que clair, on a été abreuvé au mensonge occidental depuis la nuit des temps. Mais quand il parle de l'Irak, tout ça, c'est même très récent. C'est-à-dire que l'histoire, quand on dit envahir, c'est-à-dire invasion, il faut être un occidental pour oser parler des mots comme ça. Il faut être un occidental pour oser dire. C'est-à-dire des démons. C'est-à-dire vraiment des êtres démoniaques. Parce qu'il n'y a pas de mot pour les qualifier. En termes d'invasion, c'était quoi l'esclavage? Une invasion. Une occupation forcée. C'est-à-dire sophistiquée. L'esclavage, c'était quoi? C'était quoi la colonisation? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont prétendu avoir découvert l'Amérique? C'était quoi? Une invasion. C'était quoi? Vous voulez on peut citer plein d'exemples. Voilà des gens qui ont envahi par la force, envahi par le génocide, les massacres, les 3/4 de la géographie des territoires du monde. Mon cher Dom, c'est leur histoire. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pourquoi ils trouvent les mots pour ils osent dire, bien sûr, le mot est facile parce que c'est leur essence. Ouais. Ils osent dire, Poutine a envahi l'Ukraine. Mais plus récemment, depuis que la paix des États-Unis. Mais l'Irak, c'était quoi? Poutine l'a cité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au Panama en 89? Ils ont envahi le Panama. Ils ont envahi. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Grenade? En 83, c'était quoi? Ils ont envahi. Bon, mon cher, on peut vous citer ça matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Yougoslavie? C'était quoi? Sans aucun mandat de l'ONU. Ah ouais. C'était quoi? Je ne veux pas citer ce que le président Poutine a cité. Mais qu'est-ce qu'ils font économiquement parlant dans les pays? Il y a l'invasion économique, c'est quoi? Ils envahissent les pays économiquement. C'est quoi le problème d'ajustement structurel? C'est quoi? C'est quoi l'endettement? C'est l'invasion financière. On vous envahit financièrement. On vous oblige à vous endetter. Vous ne le faites pas, on vous déstabilise. Quand on envahit un pays économiquement, on lui impose des problèmes d'ajustement structurel et par derrière, on ravage les bijoux de famille, on prend tout ça. On flanque symbolique. Et 2 jours après avoir pris, ça donne les bénéfices. Alors qu'on disait hier que non. Ces entreprises ne sont plus fiables. Donc, vous voyez, on oblige les États à s'endetter pour financer, pas possible, pour financer des privés étrangers qui en plus vont s'enrichir sur le dos de la princesse, c'est-à-dire vont s'enrichir. Ils vont laisser la gloire de dette au pays. Bolloré est l'exemple parfait en Afrique, en général, et au Cameroun. On a vu cette pratique-là être magistralement mise en scène dans le cadre de privatisation dans un pays comme le Cameroun. Vous voulez parler que du Cameroun. Pourquoi? Invasion économique. Invasion économique. Allez, on vous permet effectivement de vous remettre le temps certainement de faire... Invasion économique. Vous voyez comme je suis en train de vous dire. On m'a embêté au téléphone, là, je m'excuse. Donc, invasion économique. Donc, je laisse de côté l'invasion culturelle. Mais le Cameroun actuellement a un contentieux sérieux avec un pays qu'on appelle les États-Unis, qui nous envoie un ambassadeur PD. Je dis bien PD. Et qui a le culot de dire qu'il viendra au Cameroun avec sa femme. Hein? Qui est un homme, hein? Une provocation, un envahissement culturel, géopolitique, mis en œuvre par un pays à travers son ambassadeur, qui sait très bien que au Cameroun, l'homosexualité est interdite. Tout à fait. Vous comprenez? Mais c'est quoi ce que... Et vous avez vu que M. Joe Biden, dans ce moment de lucidité, est allé à l'ONU, n'est-ce pas, insulter le Cameroun, présenter le Cameroun comme un pays dictatorial, où il n'y a pas de liberté, où on persécute, n'est-ce pas, les personnes LGBT, en préparation de l'invasion culturelle
que son ambassadeur veut venir faire au Cameroun. Mais eh bien, il nous trouvera. Il va nous trouver là. Donc vous voyez que ce sont des mots pour leur opinion publique. Mais quand on voit tout à l'heure les ravages causés par le coronavirus, qui a mis le peuple, qui a réveillé les peuples occidentaux qui étaient morts politiquement, qui étaient morts culturellement, qui étaient morts. Ça les a réveillés, mais ça ne passera pas. Nous là-bas, ça ne passera pas. Ne parlons pas d'ici. Mais je voudrais insister sur quelque chose qui est très important. D'abord, la question, il y a les enjeux au niveau des Africains. Mais vous avez vu comment M. Macron et l'Europe nous ont démontré pendant des mois, mon cher Ndom, pendant des années, qu'ils aimaient le Mali plus que les Maliens. Et que vraiment, ils étaient préoccupés par la sécurité, n'est-ce pas, au Sahel, du Sahel. Ouais. Et on les a vus mobiliser Takuba, Barkhane et consorts. Mais à qui peut-on faire croire que les Européens, le Tintin de l'Élysée, et les Européens aiment les Africains plus que les Ukrainiens? Mais qu'est-ce qui empêche de réunir rapidement Barkhane, Takuba, de ramasser les bases militaires américaines qui sont là? Ils ont plein de bases militaires ici en Afrique. Plus Afrique comme là, plus que le machin là, en Allemagne. Hein? En Allemagne, pour aller au secours de l'Ukraine. Mais il y a là quelque chose vraiment. Les derniers Africains qui continuent à faire semblant de ne pas voir, à faire semblant de vouloir donner concéder une certaine bonne foi aux Occidentaux, au nom de la démocratie, mais doivent s'asseoir et faire leur autocritique. Comment peut expliquer le fait que M. Macron et l'Union européenne ne soient pas en mesure de ramasser, de faire un redéploiement simple des troupes qu'ils ont en Afrique pour aller secourir l'Ukraine qu'ils aiment tant? Peut-être qu'ils ne veulent pas un enlisement, c'est ce qu'on a su. On n'a jamais vu ça. C'est un niveau de cynisme, mais en même temps, c'est une déculété géopolitique. Ils auront de la peine à s'en relever. Ils auront la peine à s'en relever. Et il y aura des conséquences en Afrique. Tout à l'heure, on y reviendra. Absolument. Les conséquences, les dangers pour les Africains. Absolument. Mais là, ce qu'on voit là, une nouvelle page géopolitique s'ouvre sur l'humanité. On tourne la vieille page. Je crois que là, on vient de signer la fin de l'ère de domination occidentale sur le monde. C'est fini, c'est terminé. C'est fini là. Ce qu'on vient de voir là, vraiment, c'est pratiquement du jamais vu dans les relations internationales, du moins, tel que les Occidentaux. Nous les avons présentés ces derniers siècles. Voilà des gens qui se sont toujours illustrés par la guerre. Voilà des gens qui ont toujours élevé la force au niveau du tube principal d'élaboration des relations internationales. Vous avez écouté aujourd'hui un autre Tintin français, François Hollande. Alors, il a un vrai Tintin, un autre Tintin, qui est venu dire, après avoir été reçu par l'autre Tintin, qui gesticule, n'est-ce pas? Hollande a dit vraiment, il faut renforcer les sanctions. Il faut renforcer les sanctions, parce que la diplomatie, ce sont les rapports de force. Voilà des gens, donc, qui ont longtemps valorisé la force, la guerre, qui subitement, devant un affront aussi grave, retentissant et mondo-visuel, sont devenus subitement des philanthropes. Il dit non, ils veulent la paix, ils ne veulent pas la guerre. Ils privilégient les sanctions économiques et les sanctions économiques. Mais ça fait rire. Vous savez, M. Macron, vous savez ce qu'il a fait? C'est moi rire. Il dit, au lieu d'envoyer les troupes en Ukraine, il les envoie en Roumanie. Et d'autres en Allemagne, pour les États-Unis. Attends, je commence par la France. C'est-à-dire, ils envoient les troupes en Roumanie. Mais est-ce que Poutine a, d'après eux, leur discours, est-ce qu'il a envoyé la Roumanie? Du tout. Mais envoie les troupes en Ukraine. Il gesticule. Il envoie les troupes en Roumanie. Il dit que bon, ok. Et il y a les lignes où elle n'est pas franchie en Roumanie. Mais est-ce que Poutine a dit un jour qu'il va attaquer la Roumanie? Il a qu'à faire la Roumanie. C'est l'Ukraine. L'enjeu de Poutine, c'est l'Ukraine. Ne parlons pas de l'Américain, des États-Unis. Ils renforcent les troupes soldats en Allemagne. En Allemagne. Mais est-ce que. C'est-à-dire, mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Il faut que les gens prennent la mesure. Bon, ce qui fait pleurer et amuser, c'est-à-dire l'Union africaine. C'est-à-dire vraiment. C'est-à-dire, ouais, Mohamed Fakir et Macky Sall. C'est-à-dire, vous avez vu le communiqué. Voilà les gens qui n'ont jamais réagi quand il y a un problème en Afrique. Jamais. Réaction, c'est-à-dire que supersonique du duo Macky Sall et
du fakir. C'est-à-dire, pour dire que non, vraiment, hein, ils dénoncent vraiment, ils sont attachés au respect de l'intégrité de l'Ukraine. Et qu'il faut rapidement arrêter ça et il faut lancer les négociations sur le gîte des Nations Unies. C'est-à-dire que Macky Sall et le fakir sont des génies. C'est-à-dire ils ont tellement réfléchi, ils sont des génies. Arrête. Macron les a soufflé ça, comme d'habitude. Quelle honte. Quelle honte. L'une des conséquences de cette affaire, c'est que on va dissoudre le marché comme l'Union africaine. Ça ne sert plus à rien, c'est terminé. Or, le monde des chamboulements extraordinaires, je l'ai annoncé ici. Ouais. J'ai annoncé, des chamboulements sont devant nous. Et là, vous avez l'élément déclencheur. D'accord. Président, on va vous revenir tout à l'heure puisqu'on va continuer à égrener notre chapelet d'interrogation. À quoi doit-on s'attendre les jours à venir, mais davantage quel impact sur le continent africain pour la géopolitique et autres. On y reviendra juste après ce premier tour au standard sur cette question Ukraine. Au téléphone, bonsoir, bienvenue. Nous vous écoutons, bienvenue très cher ami. Alors, est-ce que nous avons un appelant au standard? Nous vous écoutons. Bienvenue. Bonsoir, très cher monsieur. Parlez sans vous réécouter. Bienvenue. Bonsoir. Merci bien, mon cher frère Ndoum. C'est le Delphin de Gitega. D'accord. Donc, je transmets mes salutations au président du nouveau mouvement populaire et les spectatrices et les téléspectateurs. M. Bandakani a mangé mes biscuits, et c'est très bien. Je suis très content de ce qu'il a dit. J'aimerais ajouter à son propos simplement que le représentant du Kenya aux Nations Unies s'est autant ridiculisé que les bouffons que sont M. Macky Sall et M. Mahamat Faki. Passez-moi le terme, parce que vraiment, je ne me sens pas particulièrement représenté par ces conneries, soi-disant démocrates en Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO et autres. Donc, leur déclaration les engage. Je ne me sens pas du tout engagé et beaucoup de Burundais et de Burundais sont dans le même cas. J'aimerais insister seulement sur un point que M. Bandakani a décrit, et avant lui, ceux qui n'ont pas participé à l'épisode de Ligne Rouge ce matin. Ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la Russie montre ce que la Russie et la Chine sont venus chercher en Afrique. Ils sont venus chercher des alliances géostratégiques pour éviter de subir des bombardements de l'OTAN semblables à ce que la Libye a subi il y a une dizaine d'années. Donc, je puis vous garantir que le Burundi, parce que c'est mon pays, je sais de quoi je parle, n'est pas prêt à trahir la Russie, ni la Chine. Je sais que des États comme l'Algérie ou l'Éthiopie sont dans la même optique. Donc, comme a dit M. Bandakani, les alliés de la Russie ne sont pas encore exprimés, mais ça ne saurait tarder. Je sortirai en insistant sur un autre aspect. La Russie, ce qu'elle est en train de faire dans la région de l'Ukraine, les gens ne le savent pas. Mais les premiers tsars, c'est-à-dire les premières personnes qui ont porté le titre royal de tsar, venaient d'Ukraine, de Kiev plus précisément, au 9e siècle, ou plutôt au 10e siècle après Jésus-Christ. L'un des plus connus s'appelle Yaroslav le Sage. Il fait partie de la dynastie Ryurikid, qui est d'origine viking, en la personne de Rorik. Ces gens-là ont bâti la Russie. Donc, M. Vladimir Poutine a eu à l'expliquer dans sa prise de parole, il ne saurait abandonner le berceau de la Russie. Même si l'Union soviétique n'existe plus, même si l'Empire des Tsars n'existe plus, l'Ukraine reste un berceau culturel de la Russie moderne d'aujourd'hui. Allez demander aux Britanniques qui bavardent à longueur de journée à base de démocratie comment ils réagiraient si on venait leur prendre un territoire qui se trouve dans la région qu'on appelle l'Angleterre, qui s'appelle le Wessex. Le Wessex est aussi le berceau des rois britanniques. Ils n'accepteraient jamais. Donc leur blabla démocratique, non plus court.
c'est d'un ridicule. Aujourd'hui, tout le monde le voit. L'Union européenne n'a pas d'armée. Ces politiques ne servent à rien et les Africains doivent prendre le train en marche. Afrique Média, le monde c'est nous. Je m'arrête ici et je vous rends le micro. Merci à vous, très cher ami, d'être passé par ici. On reste au Standard Marseille. Vous nous appelez, je crois, depuis le Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Merci au président Badakani. Oui, vous savez, ce qui se passe actuellement en Ukraine, le monde doit rester attentif. Voilà une réalité. Vous savez, pour ceux qui ne comprennent, qui n'arrivaient toujours pas à comprendre l'Occident, voilà une preuve de plus. Vous savez, subitement, voilà un pays d'Asie qui vous dit un matin, je deviens européen. Donc, ils sont devenus subitement européens. Du coup, puisque la Russie n'apprécie pas ce geste, et en étant le même que une partie de l'Ukraine n'est déjà pas d'accord d'aller vers l'Europe, ce qui est normal. Et ils ont eu à signer des accords entre occidentaux et ukrainiens et russes. Comment plus de 7 ans, ils n'ont pas encore acté? Pourquoi ils ne veulent pas mettre cela en valeur? Voyez un peu l'ambigu. M. Poutine a observé, les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Alors, aujourd'hui, puisqu'ils ont un soutien russe, les Russes ont dit, désormais, je ne dois plus laisser faire parce que c'est mon territoire. Ce qui est normal. Et aujourd'hui, l'OTAN vous dit, nous n'allons pas envoyer nos militaires en Ukraine. Nous préférons les asphyxier économiquement. Subitement. Pourquoi? L'OTAN a envoyé les soldats en Libye. L'OTAN a envoyé les soldats en Syrie. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus envoyer les soldats en Ukraine. Alors que l'Ukraine meurt aujourd'hui simplement parce qu'ils ont dit nous devenons européens. La Libye n'était pas européenne, la Libye c'était un pays africain. Mais ils ont envoyé les troupes là-bas. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lever le petit doigt. Les États-Unis, sachant qu'ils ne peuvent rien, ils sont tellement faibles, ils disent aujourd'hui, si un pays de l'OTAN est attaqué, ils nous verront. Nous sommes d'accord, mais c'est un pays européen, s'il vous plaît. Soyez solidaires. En Afrique, chez nous, on connaît que quand le voisin pleure, attention, vous n'allez pas dormir. Là, les Ukrainiens meurent. Je crois que le fantôme, c'est le président ukrainien. Celui qui vend son pays. Il le savait. L'Occident mesure son poids maintenant. Ça veut dire que le champ de bataille entre les grandes puissances se joue aujourd'hui en Ukraine. Et c'est les Ukrainiens qui meurent. Voilà un fantôme qui n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe. Or, subitement, la preuve que Poutine à lui seul peut taper que ce soit les Américains, que ce soit l'OTAN. Et si aujourd'hui, je vous mets à défi, qu'il décide que chaque pays au monde choisit son camp, le reste du monde peut choisir s'aligner derrière l'OTAN et les États-Unis. Mais la Corée du Nord va dire, je suis d'accord avec la Russie. Les deux, je vous rassure, quand la Corée du Nord va pouvoir s'occuper des États-Unis d'Amérique, c'est là où la Russie va s'occuper de l'OTAN. Et là, en moins de 2 semaines, vous verrez. Donc, comprenons simplement. Donc, le monde change. Demain, notre tour. Et Poutine a bien expliqué. Puisque ces Occidentaux, avec leur mentalité, ils veulent déshumaniser le monde. Nous n'accepterons jamais. Merci et courage à vous. Que le monde avance. La belle qui nous retrouve. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci de répondre à l'antenne.
venir que de participer à cette émission. Et déjà, bon, le président Manaka ne cesse de nous aider aux différents événements dans le monde. Moi, je suis de façon ironique. Ici, on voit les poltronisme américain. Ils ont envenimé la population, faire croire à l'Ukraine que vous avez un lac qui va gifler par les Russes et Bob qui se fait bastonner. Voilà, c'est comme ça. Et donc, les Ukrainiens, c'est déposer, faire balancer le drapeau blanc pour que ça s'arrête, sinon Poutine va pilonner. On va revenir pour prendre quelle direction cette fois-là, Adrien? Ok, Monsieur Tebo, vous nous appelez du Cameroun. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, Monsieur Fabrice Dom. Bonsoir à votre invité, le président Bandakani. Monsieur Fabrice Dom, je vais commencer très rapidement en soulignant une chose très importante. Vous voyez très bien que ce problème était là lors de la présidence du président Trump. Et le président Bandakani nous a déjà dit ici que Biden est le vice-président de Obama. C'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui ont tué Kadhafi qui sont revenus au pouvoir et qui sont en train de mettre ce désordre là. Monsieur Trump respectait Poutine. Et c'est pour ça que Poutine n'a jamais attaqué, n'a jamais, fait déborder ce problème-là. Juste parce qu'il y avait un respect entre ces deux pouvoirs. Donc, ce sont ces criminels je ne sais pas comment le président Banakani dit ça, c'est ce complexe militaro-militaire-là qui est revenu au pouvoir, qui vont nous pourrir la vie jusqu'à la fin. Deuxième autre coïncidence qu'il faut noter, il faut voir que c'est à chaque fois que la France préside l'Union européenne qu'il y a ce genre de problème. Quand ça s'était passé en Géorgie ou bien quelque part en Ossétie du Sud, vous avez vu que c'est Nicolas Sarkozy qui était parti là-bas en tant que président de l'Europe avant que M. Poutine ait eu pitié et a arrêté l'avancée de l'armée russe. Aujourd'hui, M. Macron ne peut pas aller en Ukraine. Et ça nous ramène à la situation au Mali. Si c'est M. Shogel Maïga qui dit qu'on a abandonné le Mali en plein vol, tout le monde va se plaindre. Mais monsieur comment il s'appelle, ou c'est Bolinski, ou c'est Wolinski là, il n'est pas abandonné en plein vol là. On l'a poussé là, on dit vas-y, va t'attaquer au grand ours russe. Et maintenant que monsieur Poutine a sorti les griffes, ils ne peuvent plus bouger. Ils l'ont abandonné en plein vol. Et je vais terminer avec une petite note positive quand même, monsieur Fabrice Dom, parce que la nature fait bien les choses. Vous avez tous ces enfants-là, de la MINUSCA, de la MINUSCO, de Barkhane, de Takuba, qui sont abandonnés dans le Sahel africain, qui les prennent et qui les envoient en Ukraine. Depuis, on se demande, mais où va aller Barkhane, où va aller Takuba et tout, mais la réponse est toute trouvée. Envoyez-nous ces hommes là-bas en Ukraine, qu'ils aillent combattre là-bas, qui nous laissent dans notre prairie, dans notre jardin d'Éden naturel que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné autre chose sur cette terre, nous les Africains. C'est moi la paix. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur Ndom. Bonne soirée à vous. Merci d'être passé par ici. On va à Paris pour prendre la réaction de Vincent qui nous attend depuis un moment. Bienvenue Vincent. Oui, bonjour. Bonjour mon président Banakani. J'aime m'appeler quand vous êtes là. À chaque fois que vous dites quelque chose, Vincent, allez-y, ne vous écoutez pas, ne cherchez pas à vous réécouter à la maison. Nous vous écoutons ici. Ok. Je disais, mon président Banakani, à chaque fois que vous dites quelque chose, je fais des recherches, je vérifie, je vois que vous avez raison. Vous avez raison sur toute la ligne. Vous êtes un prophète pour l'Afrique. Croyez-moi là-dessus, vous êtes un prophète. Vous avez dit un jour que l'ONU va s'effondrer. Vous avez exactement raison. Ça commence. L'ONU va s'effondrer tôt ou tard. Ces gens-là sont des criminels.
ces gens-là sont des criminels. Bon, ce qui concerne l'Ukraine, le comédien de l'Ukraine et le Tintin de l'Élysée, ça c'est l'exemple pour tous les peuples du monde. Quand vous mettez des comédiens à la tête de votre État, voilà ce qui arrive. Les Européens sont où maintenant aujourd'hui? L'Amérique, elle est où aujourd'hui? L'Amérique est si puissante. Elle est où l'Amérique aujourd'hui? Elle est passée où l'Amérique? Elle est passée où le Tintin de l'Élysée qui s'applique en France? Ils sont là, sanctions, sanctions, sanctions. On ne peut pas sanctionner un pays comme la Russie, c'est un grand pays. C'est le pays le plus grand, le plus vaste du monde, la Russie. Les Russes se sont préparés depuis des années pour ça. Ils ne sont pas stupides. Mais ils sont obligés de faire comme ça, les Européens. S'agiter comme ça. Venir devant les télé, on va sanctionner Poutine, on va sanctionner les avoirs de Poutine. Comme si Poutine avait un centime dans les banques françaises. Ce sont des comédiens, ces gens-là. Ils jouent uniquement sur l'Afrique. Les dirigeants africains, réveillez-vous. Je suis en France ici. Quand ils croisent un Français, ils ne peuvent même pas te regarder en plein visage, tellement ils sont peureux. Pourquoi les dirigeants africains ont peur de ces gens-là? Je n'arrive pas à comprendre. Et quand je vois M. Banakani parler, je suis vraiment fier. M. Banakani, je dis, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Vincent, depuis la France, on va sortir, je crois bien, avec Madame Cissé pour venir vous retrouver, président Banakani, puisqu'on va évoquer notamment la valeur de ces sanctions ventilées ça et là par l'Europe sur l'Ukraine. Madame Cissé, nous vous recevons. Bonsoir, bienvenue. Votre réaction? Et bonsoir, Ndoum. Bonsoir, Banakani. Et vraiment, merci pour tout Afrique Média. C'est grâce à vous que nous avons les vraies informations, l'information juste à travers le monde. Président Banakani, vraiment, on était tellement heureux hier par ce qui s'est passé que à la fin de la journée, j'ai vu des pseudo-intellectuels, des soi-disant intellectuels, venir nous contrarier en nous disant que pourquoi nous sommes heureux que la Russie annexe l'Ukraine et nous plaignons quand la France annexe un pays ici. Pourquoi? Vraiment, on a beau parler, ils n'ont voulu rien comprendre. Pourquoi nous nous réjouissons? Pourquoi? Donc, pourquoi ce deux poids, deux mesures? Vraiment, ça nous a fait mal pour ces intellectuels-là. Et puis, au plan militaire, il faut reconnaître que c'est une victoire pour la Russie. La Russie a battu cette OTAN-là au plan militaire, au plan politique, au plan vraiment à tous les niveaux. Je crois que nous n'en voulons plus cette civilisation dite occidentale. La civilisation occidentale, la mission civilisatrice de l'Occident, ça nous fatigue, ça nous a bousillés. Ça crée, voilà les dommages, les conséquences, la misère, le terrorisme, la mort, les génocides, les coups d'État. Vraiment. Et puis maintenant, je m'adresse aux Africains. Dans cette affaire-là, il n'y a pas de neutralité à avoir. Nous attendons la position, les déclarations de tous les Africains. Il n'y a pas de neutralité à avoir. Et l'opportunité, elle est bonne, elle est belle, elle est à saisir. Il faut que chacun clarifie sa position. Vraiment, on attendait les déclarations de la CEDEAO et il paraît que notre président, il veut envoyer une armée, je crois, aider la France pour soutenir l'Ukraine. Donc, vraiment, merci Afrique Média. Merci à vous, Madame Tissi. On referme le standard pour vous retrouver sur le plateau, président Banakani. Il semblerait donc que la voie de la violence, entre guillemets, vous l'avez démontré, il y a, comme dirait quelqu'un, il y a maïs devant. Et donc maintenant, les Européens se jouent les philanthropes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas détruire le monde, on ne veut pas détruire les êtres humains. On va procéder par les sanctions économiques. Que valent finalement ces sanctions économiques ventilées par les États-Unis? D'ailleurs, le président ukrainien a d'ailleurs dit dans sa récente sortie que pour lui, ces sanctions ne sont pas encore assez suffisantes. Des sanctions imposées par le reste du monde, disons-le comme ça. Le bloc de l'Est à la Russie ne sont pas davantage suffisantes. Il faudrait davantage du silo. Donc, que valent donc ces sanctions, président Banakani? D'abord, la situation que vit le comédien président de l'Ukraine est suffisamment tragique pour que nous, on ajoute encore. Donc, par élégance, on ne va pas l'accabler. Maintenant, avant de répondre pour les sanctions, je vais régler ce que Mme Cissé vient de dire. Les gens qui disent, j'ai écouté,
Vous savez que souvent on écoute tout et n'importe quoi, c'est l'Afrique de bien. Parce qu'il y a des gens qui écoutent tout. Il paraît que c'est la liberté. Vous savez, la Russie a annexé l'Ukraine. Ça fait rire, ça. Ça fait rire, c'est amusant. La Russie est née à Kiev. Comment vous faites pour vous annexer vous-même? Comment quelqu'un peut annexer sa propre maison? Je pose la question. Les gens, les Africains pro-occidentaux sont prêts à tout pour justifier leur allégeance honteuse, historiquement honteuse, mon cher Ndo, à l'Occident. Ils sont prêts à tout, à raconter tout et n'importe quoi. Et la Russie a annexé l'Ukraine. La Russie est née en Ukraine, à Kiev. C'est le berceau de la Russie, l'Ukraine. Alors, c'est pas possible. L'Ukraine est une création. L'Ukraine moderne est une création de Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov, de son vrai nom. Lénine. C'est lui qui a créé et fabriqué l'Ukraine. Il parle de quoi? Tous les Occidentaux savent que l'Ukraine, c'est la Russie. Il n'y a qu'en Afrique où on entend des choses comme ça. C'est du n'importe quoi. Vous voulez maintenant comparer ça à des gens qui traversent des kilomètres, sortent de chez eux et viennent prendre, envahir, arracher, voler ce qui ne leur appartient pas, ce qui n'est pas d'eux, ce qui n'est pas de leur. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Donc, c'est-à-dire, c'est pas possible. Alors, il parle d'une prétendue indépendance de l'Ukraine. Ça fait rire. Ça fait rire. Allez voir ce qui se passe. Est-ce que vous savez, on parle de quoi? Est-ce que vous savez, je vais rappeler ça. Lorsqu'ils ont fait le coup d'État de Maïdan, hein, c'est-à-dire que la révolution du Maïdan, vous vous souvenez? Absolument. Où ils ont chassé l'ancien président, alors comment on l'appelle encore? J'ai oublié son nom. Yanukovych. Voilà, le président Yanukovych, ils l'ont renversé à travers le coup d'État de Maïdan. Tous ceux qui étaient contre cette révolution à l'époque, mais allez voir ce qui se passe en Ukraine par rapport à ces gens-là. Le monde entier n'en parle pas. C'est un véritable génocide. Est-ce que vous le savez? Génocide qui se passe en Ukraine. Mais les médias occidentaux font l'impasse dessus. C'est-à-dire, toutes les populations russophones qui se sont opposées à cette révolution du Maïdan, qui est une tentative d'occidentaliser l'Ukraine. Mais elle est tellement burlesque et amusante. Vouloir occidentaliser l'Ukraine, ça fait rire. Ça fait rire, mais ça a débouché sur un génocide, mon cher ami. Sur un génocide qui est couvert depuis. C'est-à-dire que les médias des pays occidentaux, ils n'en parlent pas. Ils font comme si ils ne sont rien. Près de 4 millions de personnes. Uniquement parce que ces personnes n'étaient pas d'accord avec le coup d'État soutenu par l'Occident en Ukraine en 2014 et s'opposaient à l'élévation du prétendu nationalisme ukrainien. C'est-à-dire, s'opposaient à ça. C'est-à-dire un mouvement nationaliste ukrainien, mais qui est en réalité le cache-sexe d'un mouvement néo-nazi. Néo-nazi encadré par l'OTAN, en général et en particulier par le Canada. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens qui viennent vous dire en plein jour qu'être antisémite, c'est la catastrophe, c'est le plus grand péché de cette terre. Que essayer de m'en parler d'un juif, c'est le plus grand péché de la terre. Qui vous disent que Hitler était même Satan lui-même fait chair, qui est descendu sur terre, et que vivre bien sur la terre, c'est tout fait pour ne pas, c'est-à-dire pour ne pas voir le visage d'Hitler. Les mêmes gens en Ukraine organisent un mouvement néo-nazi, encadré, financé par l'OTAN en général et en particulier par le Canada. Est-ce que vous vous rendez compte? Personne ne voit ça. Un paradoxe total. Personne ne parle de ça. Donc les Africains qui racontent les histoires là, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Ce genre d'horreur là, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Les pogroms, on traque les gens qui sont entre guillemets, les pro-russes. Mais ça, que veut dire pro-russe en Ukraine? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire pro-russe en Ukraine, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. On les traque. Tout ça, c'est encadré par les Occidentaux qui veulent à tout prix, comment on dit ça? La dérussophibe. Ils veulent occidentaliser l'Ukraine en, comment on dit ça? En purgeant, vous êtes gentil, déraciner c'est petit, en purgeant les Ukrainiens, n'est-ce pas, de leur nature russe. Tout à fait. Mais il n'y a rien de plus violent que ça. Vous voulez purger quelqu'un, c'est-à-dire que vous voulez purger quelqu'un de sa nature, de sa culture, vous le purgez pour enlever ça.
Mais c'est plus que l'épuration ethnique, c'est plus que le génocide, il faut trouver un autre nom pour ça. Mais c'est ce qu'ils font en Ukraine. Aucun média n'en parle. Comme ils sont silencieux au Yémen. Qui parle du Yémen? Qui parle du Yémen? Qui allait au Yémen? Ce sont eux. Avec l'Arabie Saoudite, qui est la plus grande démocratie du monde. Vous comprenez? La plus grande démocratie du monde. Donc vraiment, les Africains, c'est comme on l'a dit, on se tait. Il n'y a pas annexion de l'Ukraine. Que les gens se taisent. Il y a remise de l'ordre. On remet de l'ordre. On remet de l'ordre. Ça, c'est une vraie mission de police. Voilà ce qu'on appelle une vraie mission de police internationale. Voilà une vraie mission internationale qui sera à tout point de vue bénéfique pour l'humanité. Je dis bien à tout point de vue. Vous comprenez? Deuxième chose que je voulais dire, c'est l'implacabilité des lois de la géopolitique. Moi, ça me fait rire. Et là encore, je rends grâce aux frontières. Et ça pose sur la table le rapport à la puissance. Mon cher Dôme, la puissance ne doit jamais tomber dans les mains de n'importe qui. Vraiment bien, hein? Ce qu'on appelle la puissance ne doit jamais tomber dans les mains de n'importe qui. Le malheur a frappé l'humanité quand la puissance est tombée dans les mains de l'Occident. Le malheur, c'est un malheur. Ça équivaut même au symbolisme biblique, pour ceux qui lisent la Bible, qu'on appelle la chute de l'homme. Ça équivaut à la chute de l'homme. Et vous vous rappelez qu'en latin, Occident veut dire occidere, justement la chute. Coïncidence symbolique, hein? Coïncidence symbolique, mais pas pour nous, nous ne sommes pas naïfs, on comprend bien ça. C'est un malheur, c'est une tragédie pour l'humanité que la puissance. Les efforts de l'humanité visant à accumuler la puissance, à la domestiquer pour la libération de l'homme, ont conduit un réveil tragique. La puissance, mon cher Dôme, est tombée dans le monde qu'on appelle l'Occident. Regardez ce qu'ils en ont fait. Regardez ce qu'ils en ont fait, mon cher gosse. Ces gens-là ont oublié que la puissance a des lois. Celui qui maltraite parce qu'il est puissant sera maltraité. Celui qui tue parce qu'il est puissant sera tué, mon cher Dôme. Celui qui détruit parce qu'il est puissant sera détruit, mon cher Dôme. Celui qui égorge parce qu'il est puissant sera égorgé. Toute la folie de l'Occident, toute son inconsistance, toute son immaturité historique et civilisationnelle, pour être gentil, mais surtout, toute sa méchanceté essentielle, se manifeste dans le fait que voilà des pays qui ont osé croire qu'ils pouvaient faire démentir les lois implacables de la géopolitique, en accumulant la puissance sur la puissance, en se jetant dans la technologisation des sociétés pour remplacer les racines culturelles, les racines des civilisations, ce que Sergei Lavrov appelle l'ADN culturel de l'humanité. On peut remplacer ça par la technologisation à outrance, n'est-ce pas, de la vie humaine, pour basculer dans ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. C'est à fait. N'importe quoi. Donc, pour revenir aux sanctions. Je vais revenir. D'accord. Donc, je suis très heureux de voir, regardez là, devant vous, comment l'implacabilité de la géopolitique se manifeste devant vous. Voilà des gens qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont génocidé, qui ont massacré, qui ont fait des pogroms, et ont levé ça au niveau d'une démarche géopolitique. Les voilà rattrapés par l'implacabilité des lois de la géopolitique. Donc ce n'est que le début. L'Occident va payer tout le mal qu'ils ont fait aux autres nations. L'Occident va payer tout le sang qu'elle a versé sur cette terre. Les Occidentaux vont payer, ce n'est que le début. Nous on le dit depuis très longtemps. Voilà pour venir aux sanctions. Moi ça me fait rire. D'abord, j'ai dit, hein, moi je veux faire d'abord un raisonnement logico-comique. Parce qu'amusons-nous un peu. Mais, comment ça fait 10 ans, mon cher Dôme, que les Occidentaux sanctionnent la Russie, vrai ou faux? Et les sanctions ont toujours eu pour but, ils nous ont dit que les sanctions visaient à paralyser l'économie russe, donc à affaiblir sérieusement la Russie. Dites-moi comment un pays qui est sous sanction depuis 10 ans devient aussi puissant au point de bastonner à Mondo Vision, de fouetter à Mondo Vision l'Occident, qui, elle, n'a jamais connu les sanctions économiques. Expliquez-moi ça. Inexplicable. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai tiré une conclusion. Le mot sanction, c'est une rhétorique pour essayer de masquer leur échec devant leur peuple. Ils veulent flatter encore leur peuple. Et c'est l'occasion de se demander, mais les peuples occidentaux, là, il y a un problème. Ont-ils été civilisés un jour? Il y a un problème. Elle dit que, mais comment on fait pour avoir les dirigeants comme ça? Hein? C'est-à-dire que leurs dirigeants les prennent tellement pour des idiots
qu'ils ont le courage de venir dire aux Européens que, aux Américains, aux Européens que, écoutez, nous allons les... Le fantôme de Washington, lucide 1 minute par jour, a dit que nous allons écarter la Russie de l'économie mondiale. C'est-à-dire que vraiment, c'est la folie. Hein? Il était fou. On l'a tellement rempli, on l'a drogué d'amphétamine là. J'ai dit que pour qu'il vienne faire pour raconter des bêtises, je parle de Joe Biden. Mais c'est la folie. Mais vous avez sanctionné quelqu'un depuis 10 ans en disant que non, les sanctions vont le finir, vont l'amener à la raison. Et plus ça sera faible économiquement, il viendra se plier. Mais au bout de 10 ans, il ressort plus puissant. Et il vous écrase militairement et il vous dit à mon vision que si quelqu'un est un homme chez vous là, hein, comme ils sont tous les femmes là chez eux maintenant. Là. Je rappelle que le prix du gaz a connu. Mais j'y arrive. Il reste 5 minutes pour sortir de cette émission. Donc, comment vous faites donc? Je suis en train de vous démontrer de manière simplement logique que le discours sur les sanctions, ça fait rire. C'est-à-dire que vraiment, c'est une impuissance à faire pleurer. C'est la manifestation de l'impuissance. L'Occident est impuissant et elle parle pour parler. Et elle dit n'importe quoi. Les sanctions, la Russie est sanctionnée depuis 10 ans. Voilà le résultat voilà le résultat des sanctions. Un pays plus puissant, puissant militairement, puissant économiquement. Je vous donne quelques éléments. Je ne parle pas du gaz, tout le monde voit le gaz. C'est évident. Je ne parle pas du gaz. Je ne parle pas du blé. Vous comprenez? Prenez un pays comme l'Amérique. Les sanctions russes là, avant que cette crise ne commence, la Russie a enlevé tous ses avoirs aux États-Unis. Un. De deux, je pense seulement le hamburger. Les Russes consomment au moins 10 millions d'hamburgers par jour. Est-ce que vous le savez? 10 millions. Donc, si Poutine fait seulement la réciprocité, McDonald's va fermer. Pareil pour Coca-Cola. Et c'est pas seulement dans ce domaine. Vous avez plein de domaines comme ça où les Russes ont des capacités de réciprocité en matière de frappe économique en termes de sanctions que l'Occident ne veut pas supporter. Et d'ailleurs, tous les Occidentaux les plus lucides, j'ai suivi, j'ai fait le tour de leurs médias, disent que c'est de la folie ces sanctions. C'est de la folie. Voilà l'Allemagne. En théorie, j'avais mis avec la division. L'Allemagne a sanctionné la Russie sur un oléoduc qui ne fonctionne pas encore. Ça vous dit rien? Elle dit Nord Stream 2, ça ne marche pas encore. On l'a seulement certifié. Le vrai truc qui marche, Nord Stream 1, l'Allemagne n'a pas fait de sanctions. Ça vous dit rien? Près de 50% de l'approvisionnement de l'Allemagne en matière de gaz passe par ce gazoduc. Et je vais même plus loin encore pour vous demander l'hypocrisie des Européens. 45% de l'approvisionnement de toute l'Europe en gaz vient de la Russie. Absolument. Bon, autrement dit, si les sanctions sont sérieuses, si ces messieurs-là étaient des garçons, comme on dit chez nous, ils frapperaient Nord Stream 1 et diraient aux Russes, votre gaz, on n'en veut plus. Pourquoi ils ne sanctionnent pas là immédiatement en termes de gaz? Pourquoi ils ne sanctionnent pas en matière de gaz? Ils vont seulement faire des sanctions aériennes, c'est-à-dire des histoires qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Ils ont voulu sanctionner au niveau du SWIFT, le réseau de messagerie, n'est-ce pas, sécurisant, entre guillemets, qui garantit les transactions financières internationales. Vous savez qui s'est opposé à ça? Vous savez? Du tout. Joe Biden. Vous voyez? C'est terminé. Vous voyez? Parce que, donc, et là maintenant je vais vous dire, que la Russie n'est que la face visible d'un iceberg que personne ne voit. C'est-à-dire que tôt ou tard, même qu'ils sanctionnent ou pas, la prochaine étape, c'est la dédollarisation de l'économie mondiale. Et à ce niveau-là, il y a un pacte entre Poutine et Xi Jinping, le président chinois. Et derrière, vous avez plein d'États dans le monde qui sont déjà à l'intérieur, y compris les patriotes américains, qui aujourd'hui sont majoritaires aux États-Unis. Rendez-vous dans les élections à mi-mandat aux États-Unis. Vous allez voir ce qui va se passer. Actuellement, aux États-Unis, en matière de sondage, Trump est plus populaire que jamais auparavant. Trump. Que jamais auparavant. Que les Américains comprennent qu'ils sont fait avoir par. Ils ont, un fantôme a volé les élections et à la Maison-Blanche. Il a fantomatisé la Maison-Blanche. Regardez l'extrême faiblesse des États-Unis, mon cher Dom. Entendez vu ça un jour, l'Amérique est déshabillée. Elle ne veut plus rien sur la scène internationale. Depuis que le fantôme est entré à la Maison-Blanche. C'est tant mieux ainsi. Ne parlons pas de l'Europe. Vous voyez, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. Leur armée. Et voilà donc, je termine. Voilà donc cet Occident, cette Europe, qui propose un New Deal aux Africains. Tout à fait. Et vos présidents, c'est-à-dire que vos plantons de présidents, n'est-ce pas, ont couru pour aller s'asseoir avec Macron.
et la prostituée là, qui est présidente de l'Union européenne, de la Commission, von der Leyen, elle est dans les scandales, c'est-à-dire corrompue jusqu'aux os. Ils sont là ce soir pour faire le New Deal. Quel New Deal? Donc, voilà les gens avec qui vous allez faire le New Deal. Ils ne sont pas en mesure de protéger un pays européen qu'on appelle l'Ukraine. Et ils vous apportent un New Deal, mon cher parti, un New Deal. Donc, les dirigeants africains, pro-occidentaux, mon cher Dom, tremblent dans leur chambre, en commençant par le terroriste rebelle d'Abidjan. Vous comprenez? Vous avez vu son niveau, non? Il a dit l'autre jour à Boubou Sissé dans leur conversation que la Russie a de vieux matériels, 11e puissance mondiale, ça ne vaut même pas le Canada. Eh bien, il est certainement en train de réfléchir que peut-être après l'Ukraine, on n'y arrivera pas certainement. On n'arrivera pas. Mais ce n'est pas lui qui a dit que ce n'est pas le grand économiste, le génie. Est-ce qu'il y a un génie à l'Afrique plus que Ouattara? Le grand savant, il a dit que les Maliens sont des idiots. Ils ne connaissent rien dans la géopolitique mondiale. Lui, le grand savant, imaginez, voilà un président qui dirige la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la réalité de la géopolitique mondiale. Il va s'attaquer à quelqu'un qui est en train de fouetter ses parrains. Il fouette ses parrains à Mondovision. Mais quand il finira avec les parrains, mais quand ils viendront les protéger? Vous comprenez pourquoi Macky Sall a couru? On ne pas les communiquer avec le fakir, n'est-ce pas? Le fakir de l'Union africaine. Ouais. Vous voyez pourquoi ils ont couru? Leurs jours sont comptés et nous l'avons dit ici. D'accord, président Banakali, merci infiniment pour toutes ces précisions autour donc de cette actualité ukrainienne. On y reviendra très certainement dans nos prochaines éditions pour permettre, monsieur, de contourner davantage cette grosse actualité mondiale. Merci, monsieur, merci, mesdames, de nous avoir suivis, écoutés de travers le monde. Juste après moi, ça sera le grand journal africain, l'exercice toujours de Christelle Ouandi. Merci à tous et à très bientôt.